Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, à Paris, se trouve un musée dédié à la police. Du XVIIe siècle à nos jours, retour sur l'histoire d'une institution. C'est dans les cuisines de la maison Rostand que le chef Nicolas Baumann fait briller ses 2 étoiles. Qui a dit que le quotidien et la normalité n'étaient pas cool? Chez Undercover, on raconte l'histoire de tous les jours avec style et décontraction. Benjamin sculpte les lettres et les chiffres dans la pierre, des stèles funéraires aux éléments décoratifs contemporains découvertes. Et juste avant de rencontrer le chef Nicolas Baumann, tout de suite notre rubrique Pépites. Un phare dans le monde du design, c'est la lampe apposée de Charlotte Perriand qui nous montre aujourd'hui le chemin. En effet, la créatrice cumule de nombreuses cordes à son arc. Née en 1903, elle se fait à la fois architecte, photographe et surtout designer. C'est dans ce milieu qu'elle s'illustrera, notamment avec des travaux novateurs et inventifs. À l'âge de 24 ans, elle se fait remarquer par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, dont elle intégrera l'atelier la même année. Leur collaboration durera plus de 10 ans. C'est durant cette période qu'elle travaillera à leur côté à la réalisation de véritables icônes du design, comme le fauteuil LC2 ou encore la chaise longue LC4. Consciente de la souffrance du monde, Charlotte Perriand imagine alors ces pièces comme vecteurs de positivité au sein de la société. Prônant la fusion entre l'artisanat, l'art et le design industriel, elle donne naissance aussi bien à du mobilier varié qu'à la station des arcs. Mais loin du monumental de l'architecture, l'avant-gardiste Perriand s'attaque aussi à l'art subtil du luminaire. La lampe apposée pivotante en est un des résultats incontournables. Dessinée pour la première fois dans les années 50, elle est composée d'un abat-jour rotatif qui permet de moduler l'intensité lumineuse. Rééditée depuis, ces lignes épurées n'ont pas fini de nous en faire voir de toutes les couleurs. Des avancées techniques et scientifiques en passant par les grandes affaires criminelles découvertes du musée de la préfecture de police. Nous sommes au musée de la préfecture de police. Donc c'est un musée qui a été créé par Louis Lépine en 1909. Au début, il était situé au 36 quai des Orfèvres et en 1975, il a déménagé ici où il se trouve toujours, c'est-à-dire au commissariat du 5e et 6e arrondissement de Paris. Le musée retrace toute l'histoire de cette institution parisienne du XVIIe siècle à nos jours. Des milices séparées qui assuraient à l'origine la sécurité de la capitale, Louis XIV décide de tout généraliser en créant la lieutenance générale. Mais c'est bien l'empereur Bonaparte qui confère à la police les missions qu'on lui connaît encore aujourd'hui. En 1800, après la Révolution française, Napoléon va créer la préfecture de police. Et donc l'arrêté du 12 Messidor en 8 que nous présentons au musée donne et confère au préfet de police ces missions qui sont toujours d'actualité. Louis Lépine a également grandement marqué l'histoire de l'institution par son exceptionnelle longévité à la tête de la police parisienne. Le préfet a mis en place 3 brigades majeures encore actives aujourd'hui, fluviales, cynophiles et cyclistes, et a été le premier à mettre au point un code de la route. Il faut se remettre dans le contexte, à la fin du 19e, donc on a surtout des piétons, des vélos, des chevaux qui cohabitent dans les rues de la capitale, mais les automobiles commencent à apparaître et aucune règle n'est là pour réguler la circulation. Face aux nombreux accidents qui surviennent, Lépine va créer un ensemble de règles comme les passages piétons, les voies à sens unique et les premiers giratoires. Il décide de doter également ses agents d'un objet pour le moins emblématique. En 1896, Lépine va aussi créer le fameux bâton blanc que vous voyez ici, et en fait qui est utilisé pour matérialiser les gestes des agents de circulation. Avant, les agents de police utilisaient simplement leurs mains, et donc pour gagner en visibilité, le bâton blanc va être instauré. Le musée présente également une reconstitution exceptionnelle du premier laboratoire de police scientifique au monde qui répond à un phénomène émergent de l'époque. À la fin du 19e, l'enjeu vraiment c'est de reconnaître les récidivistes. On a une époque où il n'y a pas de carte d'identité. La carte d'identité, elle se généralise sur le territoire français qu'en 1955. Donc les criminels avaient bien compris le fait de ne pas donner leur identité à la police quand ils étaient arrêtés une première fois.
Les fiches signalétiques des criminels alors trop peu précises, un employé, Alphonse Bertillon, décide de créer un atelier photographique et la méthode d'identification anthropométrique en 1879. La méthode anthropométrique se base sur le fait que le squelette humain est unique et surtout définitif à partir de 20 ans. Donc Bertillon va consigner une dizaine de mesures du corps humain sur une fiche. Donc ça va être la largeur de la tête, l'envergure des bras, le buste, etc. Ensuite, dans cette fiche, il va y avoir la photographie, puisqu'il va vraiment, encore une fois, instaurer une uniformité dans la prise de photographie, avec les mêmes conditions d'éclairage, la même disposition de l'appareil photo, etc. Et il va créer ce qu'on appelle la chaise Bertillon, donc qui est présentée ici, qui était reliée à une manivelle qui faisait tourner la chaise pour pouvoir prendre cette fameuse photo face-profil. Les États-Unis décident à leur tour d'utiliser cette méthode, mais celle-ci s'éteint progressivement avec le prélèvement des empreintes digitales, puis l'arrivée de l'ADN. Le parcours retrace également certaines grandes affaires criminelles, dont celle du médecin Petiot. En 1933, il ouvre un cabinet médical à Paris et dès lors, on voit que rien que sur sa plaque de médecin, qu'il est un véritable charlatan. C'est écrit sur cette plaque qu'il est spécialiste des accouchements sans douleur, qu'il est spécialiste de l'électrothérapie, etc. Jusqu'au jour où tout bascule lorsqu'il achète un hôtel particulier rue Le Sueur à Paris. En 1942, il se fait passer pour quelqu'un qui appartient à un réseau de résistance. Et il propose à des personnes qui sont poursuivies par la Gestapo, donc en grande partie des Juifs, de fuir vers l'Argentine. Donc les personnes qui acceptent vont arriver à son cabinet rue Le Sueur et il va leur dire qu'avant d'aller en Argentine, il doit leur administrer un vaccin. Et en fait, ce vaccin s'avère être un produit létal, un poison. En 1946, Petiot est condamné à la peine capitale pour avoir assassiné 27 personnes. Un musée où les histoires édifiantes côtoient les évolutions et ingéniosités parfois méconnues. Une institution prête à assurer résolument la sécurité de ses citoyens. Une cuisine technique qui met en valeur les grandes classiques de la gastronomie française. Bienvenue chez le chef Nicolas Baumann, notre invité du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous avez succédé au chef Michel Rostand dans sa maison éponyme. Au-delà du lieu qui est connu dans tout Paris, qu'est-ce que l'homme Michel Rostand vous a transmis ? Michel Rostand m'a transmis l'amour de la restauration, l'amour pour être un chef dans sa maison, un chef qui s'occupe de son client. Et surtout un chef qui gère une entreprise. À votre avis, qu'est-ce qu'a vu Michel Rostand en vous ? Je pense que M. Rostand n'avait aucune idée qu'il allait me récupérer derrière. C'est moi, effectivement, après le Meurice, 5 ans au Meurice, comme sous-chef, bon, j'avais envie de passer à autre chose et je savais que le chef qui était en place ici partait. Donc c'est vrai que j'ai un peu sauté sur l'occasion, je connaissais la maison, je connaissais M. Rostand, les places sur Paris en étoilé sont quand même assez rares. J'ai postulé, j'ai rencontré M. Rostand, le feeling était déjà là vu qu'on se connaissait parfaitement bien, c'est vrai qu'après 4 années déjà à travailler ensemble, on se connaissait très bien. Et puis il n'a pas hésité par rapport à mon parcours, c'est vrai qu'avoir fait Yannick Aleno, l'obtention de la 2e, de la 3e étoile, bon, c'était quand même un gros plus dans mon parcours. Quel était le fil rouge quand vous êtes venu ? Est-ce qu'il y avait carte blanche ? Il vous a dit voilà, c'est votre maison, vous faites ce que vous voulez ? Ou est-ce qu'il a tenu à ce que vous gardiez certains plats ou... Quand je suis arrivé, il y avait déjà quand même une trame qui était la sienne. Hein. On était encore sous Michel Rostand. Le canard au sang. Oui, donc on avait effectivement le canard au sang, il y avait la grosse aumônière pour 2, la quenelle de brochet. Enfin, il y avait des grands plats à lui. Et après, la carte évoluait, effectivement, mais il y avait une dégustation à faire. Donc je lui proposais des plats, je lui soumettais des plats. Et effectivement, ils acceptaient ou ils n'acceptaient pas. Mais c'est vrai que bon, au bout d'1 an ou 2, moi j'avais ma vision, lui il avait la sienne, mais c'est moi qui collais plus à la sienne qu'autre chose. C'est à la suite de cette passation à 4 mains que le chef Nicolas Baumann a repris le flambeau de la maison Rostand en conservant les 2 étoiles Michelin du restaurant.
Il y propose aujourd'hui une cuisine riche en classiques de la gastronomie française, tout en mettant en avant des créations plus contemporaines. Là, je suis sur un oignon qu'on a travaillé, qu'on a cuit entier, en croûte. Et derrière, on vient le poêler. Et après, derrière, je vais le déglacer avec du vinaigre et je vais le déglacer aussi avec un jus d'oignon qu'on a réduit, corsé, pour venir le glacer. Avec aussi une purée d'oignon, en fait, où on pousse l'oignon, un peu comme un caramel. On va vraiment le pousser en coloration pour aller chercher plus, au final, une amertume qui va venir équilibrer le plat. Travaillé en entier jusqu'à utiliser la peau de l'oignon en poudre, Nicolas n'en oublie pas pour autant l'élément phare de la cuisine française, la sauce. C'est l'ADN de la maison, c'est que ce soit de l'amuse-bouche, du premier canapé jusqu'au dessert, il y a une sauce. Il y a une sauce, il y a un jus, il y a un travail, il y a une recherche. C'est propre. C'était déjà propre à la maison Rostand, sous Michel Rostand. Et après, moi, c'est un amour qui a continué pour moi. Pour moi, c'est indispensable. La continuité de la maison Rostand s'inscrit aussi dans le choix des producteurs avec lesquels Nicolas travaille. Comme c'est le cas avec la famille Caillot, père et fils fournissant le restaurant depuis 40 ans en oignons et ail. Ouais, ça effectivement, on est vraiment sur la sucrosité, c'est pas l'ail noir comme on a l'habitude de le manger, pour le coup. Ça, c'est vraiment de l'ail noir nature. Certains rajoutent un peu de vinaigre balsamique, des choses comme ça. Nous, on laisse vraiment exprimer parce qu'ils le vendent en tant que bonbon, hein, ça marche. Tout à fait. Pour les gamins. Hein. De leurs échanges naissent des évolutions dans les produits, mais aussi et simplement des discussions autour de la terre. On ramène aussi l'information de ce qui s'est passé au niveau de la saison. Et ça, le chef va s'en rendre compte à travers un produit qui peut être un peu plus sec, où il va concentrer un peu plus ses parfums que l'année suivante. Ouais, et on a besoin de ces retours parce qu'au final, on construit nos cartes et nos menus de plus en plus autour du végétal. Donc on a besoin de cette somme d'expérience aussi pour travailler le produit, pour sublimer le produit et puis pour le transformer. Donc c'est vrai que d'avoir comme ça toutes ces informations, pour nous, c'est crucial. Cette transmission autour des produits et du savoir-faire intergénérationnel entretient également la créativité du chef. En cuisine, comme partout, dans les métiers artistiques, il y a toujours une remise en question. Est-ce qu'elle existe aussi chez vous? Oui, c'est sans cesse. C'est sans cesse. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on a pris le bon chemin? Est-ce qu'on colle dans tous les sens avec notre identité? Parce que la maison Rostand, c'est une maison et je dissocie jamais la cuisine de la salle. Et vous dites justement c'est une maison, ça a été une maison familiale. Est-ce qu'elle est restée une maison familiale? Moi, je veux qu'elle reste une maison familiale. Même si effectivement, avant, il travaillait en famille, il y avait Monsieur Rostand, Madame Rostand, les filles. Donc pour le coup, il y avait vraiment ce côté maison familiale. Je veux qu'elle garde l'âme d'une maison familiale. Qui passe par? Qui passe par un encadrement. Un accueil. Pour moi, ça joue énormément en fait sur l'ambiance, sur le service en salle, sur le choix des personnes avec qui on va travailler. Comme je dis, quand on embauche un serveur, un maître d'hôtel, un directeur de salle, moi ce que je lui dis, c'est que je veux que ce soit une maison. Je veux que les gens aient l'impression qu'ils soient chez eux. Le plus beau compliment que j'ai, c'est bien sûr les gens quand ils ont bien mangé, mais surtout quand ils repartent et qu'ils disent « on a été comme à la maison ». Et tout cela se joue jusqu'aux dernières notes du repas avec les desserts. Nicolas collabore alors avec son chef pâtissier David Boudinet, passé lui aussi par des grandes maisons. La collaboration, elle se passe un peu comme en cuisine, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon une saisonnalité qui fait qu'on a des plats remplacés. Et après, en fait, c'est David qui va avoir ses propres inspirations. Moi, au final, je vais intervenir sur quoi? C'est toujours bien d'échanger. C'est pour ça que quand il fait un dessert, souvent, il le fait goûter à Pauline, qui est ma sous-chef, parce que l'échange est important. Et après, moi, là où je vais intervenir, c'est surtout sur le fait que je veux avoir une continuité entre la cuisine et la pâtisserie. Je veux avoir une ligne directrice. J'aime pas les manger dans un restaurant. Et où, pour le coup, on sent qu'il y a un cuisinier, un chef de cuisine et un chef pâtissier, mais on ne comprend pas spécialement le lien entre les deux. Donc moi, je ne veux absolument pas dénaturer ni sa créativité, ni sa façon de travailler.
Je veux juste qu'on soit lui et moi en accord et cohérent. Et pour la saison de la mangue, le chef pâtissier propose un dessert autour de ce fruit, agrémenté d'un sablé au poivre de compote, de crème de coco et d'un jus à la coriandre. Ça, c'est magique. Peut-être un petit manque de présence pour le coup de la coco. Bah, sinon, c'est en premier dessert, c'est top, quoi. Ça te fait passer au dessert. T'as une acidité, t'as une fraîcheur. T'es pas sur la sucrosité. C'est le genre de dessert que j'adore. Ah, magnifique. Chef depuis 2008 à la maison Rostand, Nicolas inscrit aujourd'hui de nouveaux plats en cohérence avec l'ADN du lieu et de la cuisine française, mais avec sa propre touche. La cuisine passe par des plats emblématiques. Et quel serait le plat qui vous caractérise? Le premier plat que j'ai mis au point, vraiment, enfin seul entre guillemets, mais vraiment en me détachant de tout ce qui pouvait être le passif avec Michel Rostand, je pense que c'est mon plat au caviar. Voilà, alors comment il est ce plat? Ce plat, c'est un petit chausson de pommes de terre chaud, et donc le caviar se retrouve enfermé à l'intérieur avec un beurre blanc au cresson, et le dessus est croustillant. Et en fait, quand vous cassez, donc le caviar n'est pas du tout apparent, mais quand vous cassez, en fait, vous avez ce caviar qui vient couler et qui est légèrement tiède. Voilà. Et ça, pour moi, c'était vraiment le plat où je me suis dit, voilà, c'est ma cuisine, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est un très beau plat sur lequel j'ai des retours magnifiques. Donc voilà, je pense que ça a été le début. De votre identité culinaire. Avec ma vraie ligne droite. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Dans le monde fascinant d'Undercover, la plus basique des silhouettes devient une pièce de mode exceptionnelle. Une allure de tous les jours, basique, normale. Mais peut-être pas tant que ça. Chez la marque japonaise Undercover, rien n'est jamais tout à fait comme ailleurs. Même la plus simple des silhouettes, où un jean et un débardeur se transforment en une combinaison multimatière. Bienvenue dans l'univers de Jun Takahashi, l'un des plus fascinants de la création d'aujourd'hui. Dans le monde de la mode, Undercover tient une place à part. Presque inconnue du grand public, la marque est vénérée par les fans de streetwear autant que par les amateurs de haute couture. Célèbre pour son côté sombre, à la fois fragile et rebelle, Jun Takahashi travaille une mode hyper sophistiquée, teintée de punk et de poésie. Elle puise l'inspiration dans l'art et dans le cinéma et elle questionne en permanence la notion de beauté. Pour l'hiver 2024, il raconte l'histoire d'une femme âgée d'une quarantaine d'années. Elle est peut-être avocate ou mère célibataire. Elle aime le confort le week-end et fait ses courses en rentrant du yoga. Bref, une femme qui respire la normalité. Elle pourrait être n'importe où, mais elle est là, elle défile devant nous. Elle nous pousse à bien la regarder et à nous retourner sur une silhouette qu'on aurait cru banale. Jun Takahashi s'empare des pièces universelles que sont le survêtement, le pull ou le jean et les réinterprète selon une méthode qu'il appelle adhésion. Organza, soie et mailles précieuses fusionnent alors dans un étonnant mélange qui mène l'ordinaire vers l'extraordinaire par le biais du design et de la construction. Il va puiser les émotions dans les habits du quotidien, les accessoires d'ordinaire invisibles qui deviennent ainsi des pièces de mode hyper branchées, aussi désirables que fonctionnelles. Habitué des looks extravagants et provocants, le créateur rappelle que c'est parfois avec les pièces les plus identifiables qu'on fait les meilleures silhouettes. Il empile les vêtements avec un sens parfaitement maîtrisé des formes et des proportions, ajoute du piquant, de la brillance et manie les couleurs avec subtilité. Il en résulte un équilibre poétique qui porte une charge émotionnelle presque impossible à expliquer. Car aussi visuelles que soient ses créations, c'est dans le ressenti qu'elles frappent le plus fort. Ici, c'est celui d'un hommage sincère et singulier à ce lien si particulier qu'entretient une femme avec ses vêtements.
à l'ambiguïté permanente entre vouloir se fondre dans la masse et être fier d'une pièce basique qu'on porte tellement bien qu'elle nous transforme en héroïne. Un discours empathique, recentré sur la femme et sur ses habitudes, et qui affirme, comme un pied de nez à une mode trop sélective, que rien, et surtout que personne, n'est jamais vraiment ordinaire. Que ce soit pour des épitaphes ou pour des déventures de magasins branchés, Nicolas grave la pierre tout en poésie. Ce que j'aime avec la gravure sur pierre, c'est qu'il y a une place pour l'accident, il y a toujours une manière de valoriser un petit accident ou une petite imperfection, parce que c'est un matériau rempli d'imperfections. Dessinateur de caractère typographique de formation, c'est en dernière année d'études que Benjamin Nicot découvre une autre façon d'exécuter des lettrages sur des pierres. La plupart du temps, je travaille sur des pierres calcaires de Bourgogne ou bien des granites. Je vais travailler sur granit dans les cimetières et je privilégie la pierre calcaire plutôt pour des pièces décoratives à l'intérieur. Il réalise également de la signalétique pour des enseignes telles que le café Kitsune du Palais Royal à Paris, mais ce qu'il aime particulièrement graver, ce sont les chiffres pour les numéros de rue. Ce sont des caractères à part, mais il y a une grande liberté dans les formes. Je m'inspire souvent de l'histoire de l'écriture, de calligraphie chinoise ou arabe, et donc voilà, j'y puise une inspiration, et il y a une grande liberté, une plus grande liberté par rapport à la lettre. Grâce à sa connaissance de l'histoire de l'écriture et à la liberté de la typographie, il réalise des gravures pour une clientèle en recherche d'un univers différent et contemporain, avec une préférence tout de même pour certaines formes de lettres. Une préférence personnelle pour la capitale romaine, parce que c'est des lettres qui ont été écrites à la plume, puis appliquées à la pierre pour enfin être sculptées sur le marbre. Après, tout dépendra du projet, mais en général, pour un projet contemporain, je vais effectivement privilégier la lettre bâton sans empattement, mais après, je peux tout à fait faire une adaptation contemporaine d'une lettre classique avec petit empattement. Et tout se joue dans la forme, dans les proportions. Je m'applique à ce qu'on retrouve du mouvement dans la lettre. La gravure sur pierre lui permet de trouver de l'inspiration au détour de voyages et de promenades. Ça m'arrive de rencontrer des gravures funéraires très intéressantes, en fait, d'une autre époque et d'une autre culture parfois. Et donc j'ai toujours un crayon gras avec moi, et avec un simple morceau de papier, j'arrive à avoir en trace l'inscription sur la pierre de l'époque. Une inscription que Benjamin peut ensuite recopier sur la pierre grâce à du papier carbone avant d'immortaliser le motif avec ses outils. Alors pour la gravure, j'utilise simplement deux outils, la massette et le ciseau à graver. Différentes tailles de ciseaux, mais voilà, je travaille à la main exclusivement, donc j'ai simplement besoin de ces deux outils. Benjamin grave régulièrement sur des pierres directement en extérieur, mais il réalise aussi des pièces dans son atelier de Pantin avec des pierres qu'il récupère en fin de chantier. Et à chaque fois, c'est la même magie qui opère. Les lettres sont travaillées en creux, donc au fur et à mesure, j'enlève de la pierre pour retrouver la forme de ma lettre. C'est un va-et-vient, c'est déjà un rythme. C'est un rythme, il faut une régularité dans le coup de massette. Le coup de massette qui va justement se voir dans la lettre, et justement j'insiste pour avoir une régularité, pour avoir une coupe bien nette. Et après oui, c'est un va-et-vient d'un côté de l'autre, au fur et à mesure. Je pars du milieu de mon tracé pour arriver au bord de mon tracé. Donc c'est à la fois une force de frappe avec la massette, mais c'est aussi une précision dans l'autre main avec les ciseaux à graver. Donc effectivement, c'est un peu un état de méditation, de grande concentration, mais encore une fois, d'une grande liberté dans le rythme et dans le geste. Lorsque la gravure est terminée, il n'hésite pas à lui donner un peu de couleur, même vive, en fonction de la demande et du rendu souhaité. J'applique la plupart du temps une finition, donc ici une peinture. Une peinture à l'eau pour les projets qui sont pour l'intérieur, et pour l'extérieur j'utilise une peinture à l'huile. J'applique aussi une feuille d'or, ça va dépendre de la pierre. Sur certains granites, la lettre devient quasiment illisible
à l'état brut. La peinture n'est pas complètement opaque, donc on arrive quand même à apprécier le travail de l'outil en transparence. Un travail qui, malgré l'usure naturelle du temps qui passe et des intempéries, reste inscrit pour des années. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!